Alors, nous allons passer à la fin du cours maintenant avec d'abord, dans un premier temps, les nombres pairs et les nombres impairs. Alors, pourquoi? Bon, les nombres pairs, on sait ce que c'est les multiples de 2, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose de spécifique sur les nombres pairs et impairs? Parce que c'est quelque chose qui est très utilisé en mathématiques et ça nous sort d'embarras dans beaucoup de cas. Donc, il faut savoir ça. Le 2 est un nombre particulier qui est utilisé aussi en informatique, puisqu'on a 0 ou 1 dans les calculs avec les bases. Ça, c'est aussi de l'arithmétique, vous verrez ça ultérieurement. Alors, un nombre pair, bon, d'après la définition, il n'y a pas de problème. Si on utilise la définition des multiples, on voit qu'un nombre pair, on va pouvoir l'écrire sous la forme de k. D'accord? Et un nombre impair, eh ben, un nombre impair, c'est quoi? C'est un nombre pair plus 1. Donc, je mets 2k plus 1. En exemple, je prends 8 qui est un nombre pair, moins 15 qui est un nombre impair, etc. Alors, je mets en remarque, bien sûr, ça vous l'aurez compris, un nombre impair, on prend 2k plus 1, mais on pourrait aussi l'écrire 2k moins 1. On prend indifféremment l'un ou l'autre. Si on rencontre ça, c'est impair. Si on rencontre ça, c'est impair. Il n'y a pas besoin de le justifier, c'est évident. Alors les propriétés. Les propriétés sur les nombres pairs et impairs, c'est quelque chose qu'intuitivement c'est très facile et qu'on peut donner comme ça, mais on va quand même le démontrer. Alors ça c'est l'exercice 7 que vous avez sur la fiche d'exercice que je vous ai marqué, que je vous ai pris en photo, et ça va au-delà de l'exercice 7, donc j'ai fait le tour complet. Donc parité, opération. Parité, c'est savoir si un nombre est pair ou impair. Hein. Quand on étudie la parité d'un nombre, c'est est-ce qu'il est pair, est-ce qu'il est impair. Avec les opérations. Avec les opérations, donc j'utilise quoi? Je n'utilise pas la division, hein, parce que on sait très bien que quand on travaille en arithmétique, si on fait une division, on risque de tomber sur un nombre à virgule et on n'est plus dans les entiers. Donc il faut rester dans les entiers. Donc quand on parle d'opérations en arithmétique, en général, on parle de l'addition, de la soustraction et de la multiplication. La division, on verra ça un petit peu plus tard dans le sixième. On y va, la somme, la différence, le produit, etc. de deux nombres pairs sont pairs, et la somme, la différence de deux nombres impairs sont pairs aussi. Quand on fait le produit de deux nombres impairs, c'est impair, etc. Ces propriétés, elles sont, je vous laisse les lire, je ne vais pas les détailler à outrance parce qu'elles sont très très faciles et très intuitives. Il vous suffit de prendre quelques exemples pour constater que ça marche. Et voilà les démonstrations. Alors je vous montre pour les démonstrations par exemple, je prends N1 et N2 qui sont deux nombres pairs, donc je les écris 2K, 2K'. Je prends N3 et N4 qui sont deux nombres impairs, je les écris 2A plus 1 et 2A' plus 1, où je dis que K, K', A et A' sont des entiers relatifs. Et je vais calculer à chaque fois N1 plus N2, N1 moins N2, donc la somme, la différence, le produit. Pareil pour les nombres impairs et pareil quand je suis avec un nombre pair et un nombre impair. D'accord? Donc là, c'est avec les nombres pairs. Donc vous voyez que en fait, tout tourne autour des factorisations. Donc voilà, et en faisant les factorisations, on obtient immédiatement le résultat. Attention, pour tomber sur un nombre impair, on va faire des factorisations partielles seulement, et on va laisser le 1 de côté pour voir ça. Vous regarderez, c'est pas compliqué, c'est uniquement du calcul littéral, on en a fait suffisamment dans l'année pour que vous arriviez à comprendre sans difficulté. Ensuite, on a une autre propriété qui, celle-là, est très importante aussi, c'est qu'un entier et son carré ont la même parité. C'est-à-dire que si l'entier est pair, alors le carré est pair et vice-versa. Et si l'entier est impair, le carré est impair également. La démonstration est très simple également. Si on prend un entier pair et s'écrit n égale 2k, je le mets au carré, ça me fait 2k au carré. Attention de ne pas oublier les parenthèses. Ça nous fait donc 4k au carré, puisque le carré s'applique à la fois sur le 2 et sur le k. Et ça nous fait donc 2 fois 2k au carré. On a bien donc un nombre pair. Si n est impair, j'ai donc n qui s'écrit sous la forme 2k plus 1. Donc n au carré est égal à 2k plus 1 au carré. Moi, j'ai pas mis le carré où il fallait. Le carré est là. Et je vais faire cette chose-là. Alors, si on voulait développer ça, on ferait 2k plus 1 fois 2k plus 1 et on ferait la double distributivité que vous avez vue au collège. Là, je vais utiliser quelque chose qui est les identités remarquables. Je vous en ai déjà parlé. Alors, on ne les a pas trop utilisées parce que on en a utilisé une, la plus importante, qui est celle-là, la troisième. Là, je reviendrai. Mais on a également des identités remarquables, c'est-à-dire quelque chose qui est pratique pour ces deux choses-là. Quand on a un carré à développer, un carré
carré avec une somme ou le carré d'une différence. Voilà, ça se démontre très facilement en faisant a plus b facteur de a plus b, on développe et on verrait que vous trouverez ça. La démonstration est triviale, elle est évidente, donc je n'ai pas marqué ici, je n'ai pas détaillé. J'applique cette formule, donc ici j'ai bien a plus b au carré, donc j'ai deux cas, c'est a et b c'est 1, donc j'applique ça, a au carré, ça me fait donc 2k au carré, ici j'ai plus 2ab plus b au carré. Voilà, c'est quelque chose qui permet d'être plus rapide dans le développement, ça évite de faire la double distributivité, c'est moins complexe et ça fait gagner du temps, donc il faut vous entraîner à l'utiliser autant que vous pouvez. Je développe après tout ça, j'obtiens 4k au carré plus 4k plus 1, et là je fais une factorisation partielle dont je vous parlais tout à l'heure, je garde le plus 1 ici, et je mets 2 en facteur, donc là il ne me reste plus que 2k au carré, et là il me reste 2k ici. J'ai sauté l'étape de la factorisation pour faire apparaître le facteur commun, parce que c'est pareil, maintenant on en a fait un certain nombre, donc vous devez être opérationnel là-dessus. Et j'obtiens donc un nombre impair. Donc j'avais si n est pair, le carré est pair, et si n est impair, le carré est impair. Donc c'est bon, la propriété est démontrée. Un entier et son carré ont la même parité. J'ai donc rappelé les identités remarquables ici et vous en trouverez pour vous entraîner sur internet sans aucune difficulté. Je vous ai mis quelques exemples. Alors il faut bien comprendre que c'est des égalités, des identités remarquables, donc elles se lisent aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche. Vous comprenez bien que quand on va de la gauche vers la droite, de la façon dont je vous l'ai donné ici, on va faire un développement ou la distributivité, c'est comme vous voulez. Et quand on va de la droite vers la gauche, on va faire la factorisation. Je vous serine depuis le début de l'année que la chose la plus importante, c'est la factorisation. Oui, c'est la factorisation. Mais toutefois, là, chacune des identités remarquables, les deux premières, vous voyez, j'ai mis l'utilisation principale et l'utilisation secondaire. Les deux premières, on les utilise plus pour faire le développement que pour factoriser. Parce que la factorisation, elle reste quand même compliquée à voir avec ces deux premières, donc c'est plus difficile, on essaie d'éviter, voilà, sauf si on remet des exercices plus compliqués, mais vous verrez ça en première, en terminale, éventuellement si vous le rencontrez. Par contre, la deuxième, on l'utilise fondamentalement pour faire la factorisation et après accessoirement pour le développement. D'ailleurs, cette année, on l'a utilisé pour la factorisation une quantité de fois. C'est la plus difficile et c'est selon moi la plus importante. J'ai mis quelques exemples, vous regarderez, c'est pas très compliqué. Alors maintenant on a des applications de tout ça et la première application, je vous en avais parlé quand on avait fait les ensembles de nombres, j'avais dit que racine de 2 est un nombre irrationnel et on va essayer de démontrer ça parce que c'est bien beau de le dire mais on va le démontrer. Pour ça on va faire quelque chose qui est particulier en mathématiques, comme c'est la première fois que je le détaille, il faut le faire vraiment, vous devez connaître ça pour tous ceux qui vont faire la spécialité maths. C'est la démonstration par l'absurde. Donc le principe de la démonstration, c'est qu'on suppose que la propriété est fausse, et ensuite on va faire des raisonnements logiques, et il faut qu'on aboutisse à une contradiction, c'est-à-dire à quelque chose qui n'a pas de sens, une incompatibilité avec quelque chose que l'on connaît, ou avec quelque chose qui est dans l'énoncé, etc. Si on arrive à cette contradiction, alors on pourra dire que la supposition qu'on a fait au départ était fausse, et donc comme on avait supposé que la propriété était fausse, donc le faux avec le faux, ça veut donc dire qu'elle est vraie. Donc voilà, ça c'est le principe fondamental de la démonstration par l'absurde, et qui est très important et qui permet de démontrer les choses qu'on n'arriverait pas à démontrer autrement. Donc on le fait pour racine carrée de 2. Donc la démonstration que vous devez impérativement connaître pour les spécialistes, c'est que je suppose que racine de 2 est un nombre rationnel, donc ça veut dire qu'il pourrait s'écrire sous forme de fraction irréductible. Donc on pourrait écrire racine carrée de 2 égale a sur b, où a et b sont des entiers, avec b différent de 0 bien sûr. Voilà. Maintenant, cette division-là, je la fais passer de l'autre côté, ça devient une multiplication, ça nous fait donc b racine de 2 qui est égal à a. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je travaille avec des nombres positifs, donc je sais que si deux nombres positifs sont égaux, leurs carrés sont égaux, donc, et qu'il y a une équivalence, donc je fais le carré de b racine de 2, le carré de a, et le carré de b racine de 2, ça nous fait donc b au carré fois racine de 2 au carré, ça nous fait donc 2b au carré. Donc a au carré est égal à 2b au carré. Mais si j'arrive à ça, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que a au carré est pair, puisqu'il s'écrit 2 fois b au carré. Et s'il est pair, alors a l'est aussi, puisqu'on a vu dans la propriété précédente qu'un nombre et son carré avaient la même parité. Donc a est aussi pair, puisque on a cette propriété-là. On pourrait donc écrire a sous la forme 2a'.
Oui, mais si j'ai A qui s'écrit sous la forme 2A', alors qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre 2B au carré qui est égal à A au carré, et on remplace A par 2A'. Et si je continue le calcul, ça me permet de dire quoi? Que 2B au carré est égal à 4A' au carré, puisque le carré s'applique sur le 2 et sur le A'. Et ce qui me fait donc B au carré est égal à 2A' au carré, puisque je divise par 2, je vais passer la multiplication par 2 de l'autre côté, ça nous fait diviser par 2. Et donc je peux conclure de ça que B au carré serait aussi pair. Et grâce à la même propriété, si B au carré est pair, alors B serait pair aussi. Et on pourrait écrire donc B qui est égal à 2B', où B' appartient à Z étoile, puisque B ne peut pas être égal à 0, donc B' non plus, bien évidemment. On aurait alors, si j'écris maintenant ma racine carrée de 2, ma racine carrée de 2 c'est A sur B, je pourrais écrire 2A' sur 2B'. Et ouais, ça me manque ça serait simplifiable par 2. Et donc du coup, cette fraction-là, elle n'est plus irréductible. J'ai ma contradiction, ma contradiction avec la première chose où on avait dit que ça pouvait s'écrire sous forme de fraction irréductible. Donc si j'ai une contradiction, conclusion, la supposition de départ, elle est fausse, et mon racine de 2, donc comme j'avais supposé qu'il était rationnel, eh bien il n'est pas irrationnel, ma supposition de départ est fausse. Voilà une belle démonstration que vous devez impérativement connaître pour tous les spécialistes. Dernière chose, c'est une autre approche des multiples et des diviseurs avec quelque chose que normalement vous avez dû voir au collège, c'est la division euclidienne. Alors la division euclidienne, on vous dit donc que si on prend deux entiers relatifs A et B avec B différent de 0 bien entendu puisqu'on va diviser par B, on ne sait pas diviser par 0. Donc on vous dit qu'il existe un unique couple Q et R d'entiers relatifs tel qu'on peut écrire A est égal à BQ plus R. Avec le R, alors R comme reste, bien entendu, Q comme quotient, avec R qui est positif, qui est plus grand que 0 et qui est plus petit que la valeur absolue de B, puisqu'on est avec deux entiers relatifs, B peut être négatif, donc il est plus petit que valeur absolue de B. Q est appelé le quotient, R est appelé le reste dans la division euclidienne de A par B, et A égale BQ plus R, c'est l'écriture de la division euclidienne. Alors c'est bizarre, parce que là il n'y a pas de division, d'accord? Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on travaille avec des nombres entiers, et la division, c'est compliqué pour le faire. Alors, si je fais l'analogie avec ce que vous avez vu sur la division au primaire, en primaire, si vous divisez A par B, vous le posiez comme ça. A divisé par B, ça faisait Q, et là, il y avait le reste qui était là. A, ça s'appelle le dividende, B, c'est le diviseur, Q, c'est le quotient, R, c'est le reste. Ça, c'est équivalent à dire que A égale BQ plus R. Mais le problème, c'est qu'en primaire, on ne travaille qu'avec des nombres positifs. Donc, le reste, il est toujours positif, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on met des nombres négatifs, alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et donc, pour la division euclidienne, justement, pour qu'on conserve le reste positif, on rajoute cette condition-là, qui est impérative. Alors, pour que vous compreniez bien, voilà des exemples qui vont vous permettre de voir un petit peu ce que ça peut donner. Si j'écris 35, par exemple, 35, je peux l'écrire 4 fois 8 plus 3. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc ça, je peux dire que c'est la division euclidienne de 35 par 4 ou la division euclidienne de 35 par 8, puisque le reste est 3. Par contre, j'aurais pu écrire ça aussi. 35, c'est 5 fois 8 moins 5. D'accord, c'est 40 moins 5, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce n'est pas une division euclidienne, parce que ça ne ferait un reste négatif. Donc ça, c'est juste, mais ce n'est pas une division euclidienne. Un autre exemple avec 37. Si je prends 37, je peux l'écrire 8 fois 4 plus 5. Alors je pourrais dire que ça, le reste est positif, donc ça a l'air d'être une division euclidienne. Alors c'est une division euclidienne de 37, oui, par 8, mais pas par 4, parce qu'ici, le reste, 5, il est plus grand que 4, donc on ne peut pas, là ce n'est pas une division euclidienne par 4, c'est une division euclidienne par 8. Le dernier exemple avec un nombre négatif, moins 37, je peux dire que c'est 8 fois moins 4, moins 5, puisque ça fait moins 32, moins 5, ça nous fait donc moins 37. Alors là, ça a l'air de marcher, et oui, seulement que là encore, on a le reste qui est négatif, donc ça ne peut pas être une division euclidienne. Donc je suis obligé de passer moins 37, d'aller à 8 fois moins 5, moins 40 pour être encore à gauche de moins 37, d'accord, pour avoir mon reste qui devienne positif et qui soit plus 3. Donc ça va être la division euclidienne de moins 37 par 8, ou par moins 5, ou par moins 8, ou par 5, au choix. D'accord, mais voilà, pourquoi? Parce que le reste 3 est plus grand que est plus petit que valeur absolue de 8, et il est plus petit que valeur absolue de moins 5 aussi, et il est plus grand que 0 bien entendu. Et maintenant qu'on sait ce que c'est un petit peu la division euclidienne, eh bien, alors ça c'est des subtilités qui sont importantes et qui sont très importantes pour tout un tas de démonstrations quand on fait de l'arithmétique à plus haut niveau.
Et là, une autre façon de voir donc le fait que qu'un nombre est un multiple d'un nombre, donc d'un autre, si je prends A et B qui sont deux entiers relatifs, avec B différent de 0, eh bien dire que A est un multiple de B, ça veut dire que le reste de la division euclidienne de A par B va être égal à 0. Quand le reste vaut 0, entre guillemets, c'est ce qu'on vous disait dans primaire, ça tombe juste. Et là, vous avez directement un multiple. Voilà, ceci termine le cours de seconde sur l'arithmétique.